Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Écoutez, toujours très heureuse de vous accueillir ici à Ligne Droite. Vous êtes fondateur de Putsch Média, les auditeurs le savent bien. On se tourne tous les deux vers notre invité du jour, Alain Benazet. Vue de haut. Bonjour Alain Benazet. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce livre « Lorsque l'Europe paraît, son histoire de l'Antiquité à la Renaissance » aux éditions L'Harmattan. Je précise que vous êtes diplômé de Sciences Po, passé par Assas. Vous avez travaillé plutôt dans la banque ou dans d'autres domaines privés. Vous avez donné aussi plusieurs années de cours d'histoire de l'Europe à l'European Business School. Alors, la première question que je souhaite vous poser, c'est pourquoi avoir écrit ce livre sur l'histoire de l'Europe, je parle bien de l'Europe et pas de l'Union européenne, son histoire qui commence à l'Antiquité, de l'Antiquité à la Renaissance. Eh bien, je dois vous dire que votre question me plaît beaucoup. Ça commence bien. Parce que, effectivement, j'ai donné un cours à des étudiants dans une école de commerce qui était tout près d'ici, c'était Boulevard Murat, à l'EBS. Et bon, je dois dire que c'était dans une école de commerce, et ce qui était l'Antiquité, c'était pas tellement fait pour eux. Ce qui était fait pour eux, c'était plutôt ce qui s'était passé à partir du 18e, je dirais, de manière assez classique. Et encore. Et encore, oui, tout à fait, parce que je leur ai posé des questions sur Galilée, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des réponses. Mais, et alors, je me suis dit, bon, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et au fond, je me suis rendu compte que j'étais d'une ignorance crasse, et j'arrivais pas à savoir, et j'ai voulu absolument arriver à comprendre ce qui avait pu se passer avant. Et donc, c'est l'origine de ce livre, si vous voulez. Et comment dirais-je, j'ai découvert en particulier une période que je trouve comme une des plus belles de l'Europe, qui est le XIIIe siècle européen, qui est une période à la fois spirituelle et commerciale. Mais j'en parlerai peut-être après. Alors, quant au titre, pourquoi ? C'est que à partir du XIe siècle, bon. Alors, pourquoi le XIe siècle ? Parce que c'est l'époque de la réforme grégorienne, pardon. C'est l'expansion de Cluny qui a été créée en 909. 2 siècles plus tard, c'est Cîteaux. Et c'était également l'époque des croisades. Et donc, à cette époque-là, s'est imposé le terme de chrétienté. Il avait déjà, au détriment de celui d'Europe. Alors certes, Charlemagne avait déjà été, de son vivant, enfin dès son règne, considéré comme le père de l'Europe, mais le terme d'Europe a disparu à peu près au XIe siècle, et il n'est réapparu qu'à la Renaissance, et ça pour une raison qu'explique très bien un professeur au Collège de France, Lucien Febvre, dans son cours sur la jeunesse de l'Europe qu'il a fait en 1945. Et c'est apparu pourquoi ? C'est apparu parce qu'on a découvert l'Amérique à cette époque-là. Oui. Ah, ça, c'est la première chose. Et puis qu'il fallait bien nommer le continent qui lui était opposé. C'est ça, par opposition, par finalement. Par opposition, il fallait bien trouver quelque chose. Et on ne pouvait plus appeler ce continent chrétienté, parce qu'il y avait eu la réforme en 1417. Donc, à ce moment-là, est apparu l'usage du terme Europe, mais en fait, cet usage n'a été vraiment commun qu'au XVIIIe siècle, pas avant. Voilà. Donc, si vous voulez, lorsque l'Europe paraît, ça veut dire lorsque paraît, elle apparaît finalement à la Renaissance, en quelque sorte. Alors, lorsque le terme Europe paraît, puisque l'identité européenne, elle, on le comprend bien et on le comprend à travers votre livre, existe bien avant, et le premier fil, c'est la chrétienté. Et le premier fil, c'est la chrétienté, absolument. Et alors, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais pour simplement donner une image globale de cette période. D'abord, pourquoi le terme de médiéval ? Alors ça, c'est dû aux Italiens de la Renaissance, qui étaient très nostalgiques de la grandeur de Rome, n'est-ce pas ? Et la période qui les en sépare était pour les Italiens de la Renaissance comme un intermède, finalement. Un medioevo, d'où le terme de médiéval et de Moyen-Âge. Moyen-Âge lumineux pour moi, mais bon. Oui, donc on voit que finalement les Italiens, eux, sont restés sur une image assez, on va dire, grise. Très négative. Oui.
du Ah oui, Moyen tout à Âge. fait. Enfin, en tout cas, au moment de la détermination de ce terme. Voilà. Et cette époque est marquée essentiellement par deux aspects, je dirais. D'une part, son côté spirituel, c'est le développement du christianisme. Et l'autre aspect, c'est l'Europe marchande. Parce que l'Europe marchande est née à cette époque. Voilà. Bon, ça, c'est le tableau général, je suppose. Non, mais après, oui, donc vous dites une intense créativité à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu justement la créativité, les échanges qu'il y avait déjà en Europe Alors, je peux le faire à la fois sur le plan du christianisme et sur le plan commercial. Alors, sur le plan du christianisme, il y a d'abord eu la création de Cluny en 909. Bon, ça a quand même été extrêmement important, puisque l'ordre du Cluny s'est étendu jusqu'au cercle polaire. Il y avait énormément de religieux. 2 siècles plus tard, ça a été la création de Cîteaux, dont on a encore en Provence les traces avec les merveilleuses abbayes, les 3 abbayes provençales. Mais ça, vous voulez dire que pour toute l'Europe, eh bien, ça avait cette importance-là, parce que on se situe tout de même en France. Hein, là, on peut faire un cocorico. C'est toute l'Europe. C'est toute l'Europe qui a été couverte. Vous trouvez par exemple à Budapest une présence chrétienne. Alors, il faut dire précisément que l'Europe a été entièrement convertie au christianisme, à part la Lituanie, mais si je ne me trompe pas. Au début du XIe siècle, toute l'Europe était christianisée. Mais alors, on en parlera tout à l'heure. Sous influence de la France, notamment, avec ces abbayes dont vous parlez. Sous l'influence de Rome, je dirais. Parce que quand même, la première abbaye qui a été créée en France, c'est l'abbaye bénédictine. Donc, Saint-Benoît, c'est antérieur, c'est le 5e siècle. Mais toute l'Europe était chrétienne, à l'exception d'un seul pays qui a été... alors si j'ai bonne mémoire, c'est la Lituanie, j'espère que je ne me trompe pas, et la Lituanie est restée païenne jusqu'au mariage du prince Jagellon avec Edwige de Pologne, qui était la sœur de Marie d'Anjou, reine de Hongrie, en 1362. Et à ce moment-là, la Lituanie s'est convertie au christianisme. Donc toute l'Europe était chrétienne, jusqu'à la Norvège, etc. Alors, la Russie aussi, mais là, il faut parler d'autre chose avant de parler du christianisme en Russie. Oui, c'est-à-dire vous voulez parler de la création de la Rousse kievienne, peut-être ? Alors on peut en parler tout de suite si vous voulez. Bon, allons-y, faisons cette petite alors, allons-y. Escapade. Parlons de la Russe kievienne. Alors la Russe, ça s'écrit R-U-S. Alors, lorsqu'on parle de ça, il faut évoquer nécessairement la création de la Russie et ce qui s'est passé, disons, au Xe siècle dans les populations slaves de l'ouest de l'actuelle Russie. En gros, au nord et au sud de Saint-Pétersbourg actuel, en gros. Bon. Et alors là, ces tribus slaves se disputaient, c'était insupportable. Vraiment, ça n'arrêtait pas. Enfin, vraiment, c'était la grande discorde qui régnait entre elles. Si bien qu'ils ont décidé de faire appel à un tiers pour remettre un petit peu d'ordre chez elles. Et ils sont allés en Scandinavie, chez les hommes du Nord, les Normands, qu'on appelle aussi les Varegs. Et chez les Varegs, ils ont trouvé un dénommé Rurik, qui a bien voulu venir avec les siens mettre un petit peu d'ordre parmi ces tribus slaves. Et donc, Rurik est arrivé sur la terre de l'actuelle Russie et s'est installé à Novgorod en 862. Et Novgorod, en gros, c'est situé au sud de Saint-Pétersbourg, à peu près, voilà, je ne sais pas trop bien. Et donc, il s'est installé là, et son fils, Oleg le Sage, a continué à poursuivre vers le sud-ouest, et il s'est installé à Kiev en 882, Oleg le Sage. Et cette Russe kievienne, puisqu'il s'agissait de Normands qui s'appelaient des Russes, d'ailleurs un ambassadeur de l'émirat, du califat de Cordoue, considérait encore ces Slaves comme des Normands, ces Russes comme des Normands. Et pour lui, ce n'étaient pas encore des Slaves. Ils se sont slavisés très vite, les Normands. Et cette Russe kievienne est devenue très importante. Elle s'est développée de l'ouest de l'Ukraine, la région qu'on appelle la Volhynie, pratiquement à la région de Moscou.
et de la mer Baltique au sud de Kiev. Et c'était une région importante parce qu'elle contrôlait le commerce entre la Scandinavie et Byzance, donc les fourrures, les tissus, enfin tout ce qu'on voudra, les esclaves. Et en plus, elle protégeait cette route des populations venant de l'Est. Donc c'était très important. Et elle est devenue très très importante au point que les deux grands souverains ont été Vladimir en particulier, qui a été baptisé en 988, si j'ai bonne mémoire. Et cette famille était devenue tellement importante qu'elle avait des relations avec tous les souverains européens de l'époque, et qu'une petite fille de Vladimir a épousé le roi, son nom m'échappe, pourtant elle est fort connue, a épousé le roi de France Henri Ier en 1051. Comment s'appelait-elle? Son nom m'échappe. Anna, Anastasia. Anne de Kiev peut-être. Ouais. J'ai oublié son nom, excusez-moi, j'ai des trous de mémoire. Bon. C'est pas très grave. En fait, on comprend déjà, en tout cas, on a déjà l'image de la chrétienté en Europe, celle qui commence aussi à émerger du côté de l'Europe de l'Est et du bassin de la Russie, puisque là on est à Kiev, mais c'est le bassin de la Russie. Tout à fait. Et puis évidemment cet échange déjà très important avec l'Europe qu'on peut aujourd'hui appeler l'Europe de l'Ouest. Je me tourne vers Nicolas Vidal. Bonjour Monsieur Benazé. Bonjour Monsieur. Tout ça est passionnant. Moi, j'ai une question que j'ai envie de vous poser, même deux questions que j'ai envie de vous poser. Vous allez voir, ça fait une boucle. D'une part, est-ce que vous estimez que la civilisation européenne, le christianisme, pardon, la christianisation est-elle le ferment de la civilisation européenne? Et deuxième question, si oui, le cas échéant, est-ce qu'aujourd'hui, la déchristianisation de l'Europe, pas l'Union européenne de l'Europe, est-elle aussi la voie de son déclin et peut-être de sa disparition? Alors j'inverserai votre première question. Je dirais que la civilisation européenne est le fruit du christianisme. Plutôt que l'inverse. Alors ça, tout à fait, parce que il faut quand même voir une chose, c'est qu'on venait, lorsque le christianisme a réussi à s'étendre, et vraiment s'étendre partout, ça a quand même libéré les populations de la pratique romaine, qui était quand même assez brutale. Les esclaves, le traitement de la femme, enfin bon, c'était quand même pas très 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 drôle. La toute-puissance du pater familias, quand même, qui avait le droit de vie et de mort sur les membres de sa famille. Bon, alors, j'ai pas de récit particulier, savoir s'il y a des Romains qui avaient tué leurs femmes, ça, je ne connais pas les gazettes de l'époque, mais enfin, ils avaient cette puissance. Et donc, le christianisme a tout de même libéré ces populations de cette façon de vivre. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Alors ça, c'est au XIIe, XIIIe siècle. C'est une époque qui a été extrêmement curieuse de la raison. Ces gens vraiment avaient ça présent à l'esprit. Et dans les trois religions différentes. C'est ainsi que Averroès pour les musulmans, Maïmonide pour les juifs et Abélard pour les chrétiens se sont tous les trois interrogés sur les relations de la foi et de la raison. Et la deuxième chose importante qui s'est passée à ce moment-là, et ça a été extrêmement important, ça a été l'introduction de la philosophie comme nécessaire préalable à l'étude de la théologie. Donc on voit qu'on rentre dans un moule intellectuel, et c'est à cette époque-là aussi que se sont créées les grandes universités européennes. Pas tout à fait à cette époque-là. La première université européenne... Bologne. Et même avant Bologne, les Arabes ont créé l'université de médecine, qui était leur domaine de prédilection, à Salerne en 1066, je crois. Après, il y a eu Bologne, tout à fait, qui a été la grande université juridique. Et c'est à Bologne qu'est ressuscité le droit romain. Et le droit romain est tout à fait différent du droit médiéval. Et les autres grandes universités qui ont été créées à cette époque-là, la première, c'est celle de Paris, en 1200,
où Philippe Auguste a reconnu aux maîtres et étudiants de l'Université de Paris le statut de clerc, ce qui signifiait une chose, c'est que ils étaient soumis à un droit particulier. Oui. Hein, c'était un privilège. Ils en jouaient beaucoup d'ailleurs. Et donc ils ont joué, beaucoup. Ils ont continué à en jouer fort longtemps. Oui, tout à fait. Et alors pour arriver à la deuxième partie de la question de Nicolas Vidal, qui est très intéressante en effet, et puis qui nous concerne nous directement, est-ce que finalement le fait qu'on oublie aujourd'hui cette identité européenne, en fait c'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui on se réclame tous les jours de l'Europe, je parle notamment de les nos valeurs autorités, européennes, rappelez-vous. Les valeurs européennes, Oui. Emmanuel Macron dans tous ses discours nous dit nous Français européens, le drapeau européen, etc. Et en même temps, pour utiliser son expression, on oublie totalement cette identité culturelle, en fait, les véritables racines culturelles européennes. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant de vous recevoir aujourd'hui. Et on va nous brandir un nouveau drapeau européen qui est celui de l'Union européenne. Et finalement, est-ce que à force d'oublier cette identité originelle de l'Europe, on n'affaiblit pas, ou en tout cas on ne se détourne pas de la vérité de l'Union européenne ou de l'Europe actuelle? Alors, bon, je suis tout à fait de cet avis. Et je vais vous... Enfin, à mon avis, hein, c'est simplement Alain Benazé qui parle. Je ne suis pas une autorité, mais je considère, si vous voulez, que l'Europe d'aujourd'hui est une Europe marchande. Et elle a été créée à partir de la CECA, qui était la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc c'est vraiment... Et ensuite, il y a eu la CEE, économie... économie mixte, non. Économique européenne, en tout cas. Économique européenne, oui. Alors oui, voilà. Donc, effectivement, c'est l'économie qui domine. Il n'y a aucun doute à cet égard. Alors, et on a voulu lui rajouter des valeurs aujourd'hui. Oui, mais alors les valeurs, qu'est-ce que c'est que ces valeurs? La CEDH, la Déclaration des droits de l'homme universelle de 1948, universelle des droits de l'homme, plutôt dans ce sens-là. Oui. Enfin, et alors qui permettent aujourd'hui à une certaine juridiction européenne d'avoir des pouvoirs très importants au-dessus de nos cours à nous, et qui nous emmène vers on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais vers un schéma de valeurs qui est celui de prôner ou en tout cas d'encourager les transformations de genre ou le wokisme ou les LGBTQX. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement on a un nouveau régime de valeurs qui se détache de celui de l'identité d'origine. Alors, si vous appelez ça des valeurs, ça, je suis désolé, mais alors le wokisme, pour moi, c'est pas une valeur. Non, oui, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une importation américaine. C'est un fléau. Pour moi, c'est un fléau. C'est la négation. Je veux dire, toute une série de choses qui se passent à l'heure actuelle, comme le transgenre. Enfin, ça va exactement à l'encontre de ce qu'est la nature humaine. Et ça, moi, je ne peux pas suivre. Bon, enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, hein, évidemment. Mais, si vous voulez, moi j'ai terminé mon bouquin sur la conception que le prince de l'humanisme, Erasme, avait de l'Europe, selon Stefan Zweig. Hein, selon Stefan Zweig. Eh bien, selon Stefan Zweig, Erasme considérait que la vocation de l'Europe était spirituelle. Alors, moi, je retarde. D'ailleurs, comme vous le voyez, je suis un vieil homme. Hein, et donc, j'en suis resté à cette conception de l'Europe qui n'a plus cours aujourd'hui. C'est fini. On a sombré dans le matérialisme. Bon, l'Europe est aussi, il faut bien le dire, il y a d'autres religions qui s'imposent petit à petit, sournoisement, mais enfin manifestement. Et heureusement, il y a une persistance de la foi chrétienne. Il y a aussi, il faut quand même y faire très attention parce qu'ils sont très importants. Il y a, j'allais dire l'Ancien Testament, il y a les Juifs qui croient à leurs valeurs et qui sont, à mon avis, un pilier indispensable de l'Europe. Mais si vous voulez, effectivement, je trouve que l'Europe, à l'heure actuelle, c'est plus du tout ce que ça a été, quoi. Voilà. Nicolas Vidal. Oui, ouais. Je poursuis là-dessus, Alain Benazé. Pour moi, c'est un véritable déclin, une destruction aussi de notre civilisation. Concrètement, on a parlé du wokisme, on a parlé de la déchristianisation, on a parlé aussi, et je pense que vous avez dit quelque chose d'important, l'Europe n'est qu'un marché économique. Il n'est que ça, il n'est pas du tout une entité politique. Et on emballe ça de valeurs
de bien fondé, d'humanité et tout, mais finalement, c'est ça. Est-ce que finalement aussi, il n'y a pas une volonté d'avoir saccagé ce qui fait la construction d'une nation, d'un État-nation, entre l'identité, et là on parle de christianisation pour notre pays et pour d'autres, mais parlons de notre pays, et aussi de notre souveraineté. Donc là on se retrouve dans, pour moi, une volonté de destruction pour déraciner l'individu et de fait déraciner la civilisation sur laquelle vous travaillez et qui, vous l'avez montré, très complexe. Elle est riche et complexe aussi, hein, cette civilisation européenne. Oui, je partage votre point de vue. Alors je dois dire que à cet égard, les États-Unis jouent un rôle assez néfaste. Parce il est clair, dans mon esprit en tous les cas, et je force personne à partager ce point de vue, mais dans mon esprit en tous les cas, l'influence de l'Amérique sur, j'allais dire, Bruxelles est manifeste. Ne serait-ce qu'à travers les lobbies, ça se voit. Et au sein de... Alors, il y a aussi quelque chose quand même qui est assez frappant, c'est que lorsque cette Europe a été créée au départ, en tous les cas, il y avait l'idée que d'un côté, il y avait l'agriculture française et de l'autre, l'industrie allemande. Bon, l'agriculture française, malheureusement... Le choix a été vite fait, hein. Et voilà, enfin, moi je vois ça puisque je n'habite plus à Paris maintenant, j'habite dans le fin fond de la France profonde, dans un merveilleux pays qui s'appelle le Périgord, mais où j'ai vu la disparition des agriculteurs autour de moi. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans, il y avait une quinzaine d'agriculteurs dans le coin où nous sommes, aujourd'hui il en reste 3. Alors il paraît qu'il y avait des tracteurs hier à Paris, je ne l'ai pas vu. Bon, j'en sais rien. Moi, je les ai vus en Périgord, manifester devant la préfecture, c'était impressionnant, et notamment des agriculteurs dont la terre avait été ravagée par, je dirais pas un cyclone, mais enfin il y a eu une tempête qui a fauché le maïs, et c'est l'année dernière, et ces gens-là n'ont toujours pas eu la moindre indemnité, n'est-ce pas bon, enfin bref, ça c'est une autre question. Là, on s'écarte un petit peu peut-être du sujet, il faut peut-être revenir dans le sujet. Non, c'est ça. Et j'ai une question, Clément, si je peux me permettre, le Flash Info. Le Flash Info, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle également entre la chute de l'Empire romain et le déclin de notre civilisation aujourd'hui, civilisation européenne? Est-ce qu'on pourrait faire cette passerelle-là, Alain Benazet, ou pas, selon vous? Alors, faisons. Faisons, tiens, faisons alors. Allons-y. Alors, alors là, parce que là, on va remonter très loin, tout de suite. Il y a une chose qui s'est passée pendant les 10 premiers siècles de notre ère, qui a été une succession d'invasions absolument colossales, disons du début jusqu'au moins au XIIIe siècle. Il y a eu les Vandales, il y a eu quoi? Il y a eu les Magyars, il y a eu les Goths, il y a eu les Huns, il y a eu les Avars. Enfin, ça n'a pas arrêté. Et parmi ces envahisseurs, il y a un peuple très intéressant qui a envahi notre région. Ce sont les Goths qui sont arrivés de Scandinavie. Et les Goths se sont installés dans la plaine du Don et dans la plaine du Dniepr. Et ils sont restés un certain temps jusqu'à ce que Attila franchisse la Volga en 375. Et Attila a été absolument impitoyable vis-à-vis de toutes les populations qu'il a rencontrées. Et il a donc poussé les Goths à fuir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Goths se sont heurtés au Danube. Alors, il y a un historien anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Gibbon, qui a posé la question suivante. Que faire devant l'afflux de ces barbares? Admettre ou refouler de pauvres airs crevant de faim et souhaitant s'installer dans une nation civilisée? Alors attendez, on reste là comme ça on est sur le suspense, que faire? Et on va faire un point, il est 9h pile sur ligne droite, on fait un point sur les informations et vous nous délivrez la fin de l'histoire juste après ces informations. Alain Benazet, Nicolas Vidal, vous restez avec nous. Ligne droite. Vue de haut.
mot. Lorsque l'Europe paraît, son histoire de l'Antiquité à la Renaissance, c'est un livre aux éditions L'Harmattan que signe Alain Benazen. Nous sommes également avec Nicolas Vidal de Putsch Média. Je précise qu'il y a des médiévistes qui nous écoutent et qui nous confirment qu'il s'agit bien de Anne de Kiev. Anne de Kiev. Voilà, comme ça on peut confirmer immédiatement cette information. Alors voilà, je vous ai arrêté en plein questionnement. Que fallait-il faire face à l'arrivée de ces pauvres R? Je vous laisse répondre. C'est exactement la question. Alors, il se trouvait qu'à cette époque-là, donc, l'empereur était en train d'affronter les Perses en Mésopotamie. Il était loin, il n'était pas sur place, donc il ne pouvait pas prendre la tête de l'armée. Et il a tout de même réfléchi un petit peu à ce qu'il fallait faire. Et il s'est dit une chose, c'est que l'armée manque de bras et l'agriculture manque de main-d'œuvre. Donc, il a donné l'ordre à l'armée d'accueillir les Goths et d'organiser leur transfert, de la traversée du Danube. Alors, un historien de l'époque... Là, on est à quelle époque exactement ? Alors, je vais vous le dire. Un historien de l'époque a remarqué, il s'appelle Ammien Marcellin, a remarqué qu'effectivement, les Romains faisaient tout pour accueillir ces pauvres airs, et il a ajouté ces pauvres airs qui sont destinés à détruire l'Empire romain. Ouais. Bon. Alors donc, les Romains font traverser le Danube aux Goths, qui s'installent dans un immense camp où règne la disette, la violence, enfin, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Paris sous les ponts, dans certains quartiers. Et puis des commandants romains assez brutaux les conduisent en Thrace, ça dure 3 ans, et finalement, les Goths se révoltent, et en 378, inflige une défaite cuisante à l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Donc les Romains sont battus par les Goths. Alors maintenant, je vais sauter 100 ans, parce que je ne vais pas vous décrire tous les épisodes de ce qui s'est passé, mais il faut savoir que... Mais ça montre quand même qu'ils ont ouvert les bras finalement aux Goths, et finalement c'est de l'intérieur qu'il y a eu... Alors, je ne dis pas quand même que l'arrivée des barbares soit la seule raison du déclin de l'Empire romain. Ça, il faudrait certainement pas. Il y a d'autres choses. Mais tout de même, il faut voir une chose, c'est que environ 100 ans plus tard, 378, c'est-à-dire en 476, eh bien, Rome est prise par Alaric, tombe aux mains des barbares. Et donc, les historiens considèrent que la prise de Rome par les barbares est le début de la période médiévale. Mais alors, il faut savoir quand même à cette époque-là, savoir à quel point ces barbares avaient pris de l'importance dans la vie romaine, c'est que c'est un Vandale du nom de Stilichon qui était responsable de l'armée occidentale des Romains, et que c'est un autre barbare, un Goth, qui s'appelait Alaric, qui était responsable de la partie orientale de l'armée, si je puis dire. Voilà. Donc, alors, j'irai pas plus loin là-dessus. Il faut simplement savoir il y avait 2 sortes de Goths, les Goths de l'Est et les Goths de l'Ouest. Les Goths de l'Est, ce sont les Ostrogoths, ils se sont installés en Italie. Il y a eu un très grand roi parmi eux, avec notamment des collaborateurs qui étaient d'anciens membres de l'aristocratie romaine, notamment Boès, qui a laissé des traces dans la philosophie médiévale, n'est-ce pas ? Et puis, de l'autre côté, ce sont les Visigoths, les Goths de l'Ouest, que les Romains ont réussi à installer dans les Gaules, et qui ont fait de Toulouse leur capitale, et ça c'était en 401, et ils ont été chassés par Clovis, non je ne sais plus par qui, oui Clovis je pense, à Vouillers notamment, et ils se sont réfugiés en Espagne, et l'Espagne visigothique a été une grande société, avec notamment la présence d'Isidore de Séville au 8e siècle, au 5e ou 6e siècle, je ne sais plus, et ils ont été expulsés d'Espagne par les Arabes qui sont arrivés en 711. Voilà, alors j'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est simplement... mais pour continuer, là, parce que là vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question de Nicolas Vidal. Sur le lien, en fait, entre la chute de l'Empire romain. Ça avait l'air de vous inspirer, donc au fond, il y a un... Alors là, je risque de choquer un certain nombre de gens, peut-être par la façon dont je vais m'exprimer, mais... Mais vous êtes là pour choquer, les Bénaziers, hein. On est sur une radio libre. Oui, il ne faut pas que je m'emporte tout de même. Simplement, vous avez vu que les Romains ont aidé les Goths à franchir le Danube.
Bon, ben vous voyez aujourd'hui qu'un certain nombre de sociétés caritatives, si je puis dire, aident ces pauvres airs qui nous arrivent d'Afrique, parce que ce sont des pauvres airs qui sont exploités par des marchands d'âmes locaux, à franchir la Méditerranée et qui envahissent l'Europe petit à petit. Avec le pacte de Marrakech notamment. Avec le pacte de Marrakech, ouais. Voilà, qui a été fait dans le silence des couloirs de nos organisations, voilà, et qui n'a pas du tout été médiatisé, sinon Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous pensez-vous effectivement que la chute de l'Empire romain, avec cette infiltration, notamment à l'époque, c'était des Goths, c'était toute une série de peuplades, pourrait aujourd'hui, effectivement, sur les populations, l'Union européenne pourrait subir le même sort, finalement, selon vous? Écoutez, personnellement, je n'ai rien contre les musulmans en particulier. Il n'y a aucune raison d'avoir la moindre animosité à l'égard de ces gens-là. Simplement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un nombre considérable de mosquées qui sont érigées un peu partout maintenant sur le territoire, en France, en Allemagne, voilà. Et ce qu'on peut constater, pour revenir quand même au principe de votre livre, c'est justement que aujourd'hui, en Europe, on oublie cette identité chrétienne pour en valoriser d'autres, parfois de manière un peu superficielle. Alors, on a parlé à l'origine de la création de l'Union européenne. C'était avant tout un contrat marchand, finalement. Et puis maintenant, on va lui rajouter, alors vous voulez même pas qu'on appelle ça des valeurs, mais on va lui rajouter des idéologies, des drapeaux porte-valeurs, enfin bon, voilà. Donc, finalement, on a dévoyé, c'était ma question justement, est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas oublié l'essentiel de l'Europe ? Ah, je crois, oui. Je crois que... Parce qu'il faut voir une chose, c'est que les valeurs du XVIIIe siècle, de la Déclaration des droits de l'homme, très bien, on vit dessus, mais ça a été une laïcisation, en quelque sorte, des valeurs chrétiennes, si vous voulez. Mais on restait quand même dans ce fil. Donc, moi, je crois qu'on a perdu beaucoup et que, bon, voilà. Non, mais ça, c'est... Enfin, bon... je connais parmi mes relations et mes proches des gens que j'admire beaucoup, qui sont de véritables chrétiens. Moi, je n'ose pas revendiquer ce titre, parce que se dire disciple du Christ, ça implique beaucoup de choses. Non, mais là, on parle de l'identité. Mais je parle de gens, si vous voulez, qui, par exemple, j'ai des amis qui ont recueilli des réfugiés venant des pays du Moyen-Orient, qui les ont recueillis chez eux, qui leur ont appris la langue française, qui leur donnaient un métier, et avec lequel, d'ailleurs, ça se passe très bien, si vous voulez, aujourd'hui. Mais, si vous voulez, ça, c'est une manifestation authentique du christianisme, si vous voulez, cette ouverture. Et puis nous avons, bon, quand même, le christianisme existe encore. Hein, il y a quand même beaucoup d'ordres religieux, des gens qui font des choses très bien, des prêtres qui sont extrêmement dévoués et qui apportent beaucoup. Hein, mais bon, il est certain que c'est plutôt sur le déclin. Voilà. Si on évoquait autre chose maintenant. Et une question qui vous gêne, visiblement. Nicolas Vidal, vous souhaitez poser la question de la fin ? Ouais, non, on peut élargir là-dessus. Ce qui est intéressant, tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement l'emprise, ou du moins l'influence délétère, néfaste, que moi j'estime comme délétère et néfaste, des États-Unis, notamment sur l'Union européenne, pour des raisons, et on va pas faire une émission, parce qu'il nous faudrait 2 émissions pour en parler, mais finalement aussi, on a essayé, et ça c'est une question que je vous pose, moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, qu'on a quand même volontairement déraciné les individus, on les a abrutis aussi depuis 30 ans avec toute une série de, vous savez ce que c'est, la télé-réalité, le divertissement, l'hédonisme, pas californien, mais probablement français, et aussi peut-être que ça explique cela, c'est-à-dire qu'on a déchristianisé, mais aussi on a déraciné les individus en Europe, qui pourraient nous donner finalement, affaiblir ces gens, les rendre liquides et fluides, et peut-être aussi précipiter plus en avant la chute de l'Union européenne, avec aussi une bureaucratie, peut-être à la fin de l'Empire romain, de moins en moins démocratique. Et tout ça avec ce maelstrom qui pourrait nous amener à notre perte, non ? Oui, alors je vous suis dans les grandes lignes. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé aussi, c'est un mouvement démographique interne à l'Europe. Enfin, moi, je juge simplement sur la France. Hein. Oui. Je ne suis plus tout jeune. J'ai connu une France heureuse, je dois dire, avec une agriculture qui était prospère. J'ai vécu enfant dans ce milieu-là, et on a assisté à quelque chose qui a été, en raison de la croissance économique,
le déclin de ces populations rurales au profit de la grande ville, et notamment de la région parisienne. Il n'y a qu'à voir les... Moi, je suis venu en train il y a quelques jours, et j'ai vu la banlieue de parisienne, si vous voulez, et ça... Je veux dire, les gens, et on comprend d'ailleurs que des gens aient eu envie d'avoir une autre existence que celle qu'ils pouvaient avoir, qui était quand même assez rude, si vous voulez, hein, qui était enracinée, mais tout de même assez rude. Donc je crois qu'il y a ça qui a beaucoup joué, qui a probablement déraciné les gens, et qui finalement ont eu quoi métro, boulot, dodo, enfin j'allais dire. Donc là-dedans, la télévision a joué son rôle sans aucun doute, et... voilà, une certaine uniformisation, et ce qui passe par là, enfin moi j'ai la chance d'avoir parmi mes amis un scénariste qui est un homme remarquable, que je cite dans mon livre d'ailleurs, parce qu'il a fait un film pour Arte superbe qui s'appelle Venise insolente. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle tout à coup? Écoutez, j'ai perdu le fil. Non, on parlait effectivement de ce déracinement. Ouais. Il y a aussi, je veux jeter quelque chose, j'y pensais en vous écoutant, Alain Benazet, il y a aussi un effondrement du système scolaire, de l'éducation nationale aussi, qui, à mon sens, a précipité ce départ. Peut-être cette façon que la population, ou une partie de la population, s'est détournée des enjeux importants, identitaires, civilisationnels, et de pouvoir nous proposer un pays serein encore quelques décennies, quoi. Aussi ça. Ben écoutez, on verra. Alors, si on revenait un petit peu en arrière quand même. Là, justement, je vais citer, je retourne en arrière plutôt à la toute fin de votre livre. Et l'Europe apparaît pour Erasme, donc la citation que vous donniez tout à l'heure selon Stefan Zweig, comme une idée morale, comme un besoin purement altruiste et spirituel. Eh bien, voilà, c'est en fait un peu la réponse aussi à la question de Nicolas Vidal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, n'est plus une idée morale, elle n'est plus purement altruiste et spirituelle, elle est avant tout marché ouvert. Et c'est peut-être ce livre aussi une forme de réponse à ce dévoiement qu'on peut constater tous de notre côté. Merci beaucoup Alain Benazet. Je rappelle le titre de votre livre, Lorsque l'Europe paraît, son histoire de l'Antiquité à la Renaissance, aux éditions L'Harmattan. Merci à vous Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.